Je m'appelle Claire. Si je prends le risque de raconter tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre ni pour chercher de la pitié. C'est pour nommer ce qui m'est arrivé, pour transformer l'indicible en mots. Parce que seul un récit poli et précis peut rendre justice à la violence lente et invisible d'une trahison. J'ai longtemps cru que la trahison éclatait en cris, en portes qui claquent, en éclats de voix. J'ai appris à mes dépens que la trahison sourit, prépare, cajole, se fait douce, qu'elle s'installe sous une forme si familière et si aimable qu'on l'accueille à bras ouverts. J'ai grandi avec Lucie. On se connaissait depuis l'adolescence, ce genre d'amitié qui se tisse dans les interstices de l'intime. Les secrets échangés sur un lit de dortoir, les premiers amours, les rires qui durent jusqu'à l'aube. Elle était ma complice, celle à qui je confiais mes doutes, celle qui m'avait accompagnée à travers mes ruptures et mes réussites. Je me souviens encore de la force étrange et douce de notre lien. Parfois, sans parler, l'autre savait. Elle était entrée dans ma vie comme une sœur. Lorsque j'ai épousé Thomas, elle pleurait comme si c'était la sienne, la robe qu'il glissait sur mes épaules. Elle m'a embrassé le jour de mon mariage comme on donne une bénédiction. Jamais je n'aurais imaginé que cette même proximité deviendrait l'architecture de ma chute. Tout a commencé un soir de novembre, quand la pluie battait sur les vitres et que la ville sentait le café chaud et le froid. Mon téléphone a sonné et j'ai reconnu sa voix immédiatement, mais elle n'avait jamais sonné aussi fragile. Elle sanglotait, hachée, incapable d'enchaîner les phrases. Elle répétait « Il m'a mise dehors, je n'ai nulle part où aller. Il y a des mots qui font basculer un monde. » Pour moi, ce fut celui-là. Je n'ai pas tergiversé, j'ai dit « Viens, viens chez nous, tu restes autant que tu veux. » C'était la réponse d'une amie, d'une sœur. J'étais persuadée d'agir par bonté. Je n'ai pas vu que je laissais entrer un loup poli. Quand elle est arrivée, il y avait chez elle cette odeur de pluie et de parfum mêlés, des cheveux emmêlés, des yeux fatigués. Thomas l'a accueillie avec sa sollicitude naturelle, celle qui fait de lui un compagnon attentionné. « Reste ici, on va s'occuper de toi. » Il a disposé un matelas dans le salon, a préparé une boisson chaude. Je l'ai regardé faire et j'ai éprouvé de la fierté. Je me disais que j'étais chanceuse de partager ma vie avec un homme aussi humain. Les premiers jours furent ceux d'une hospitalité normale. Lucie dormait, mangeait peu, demandait pardon de prendre de la place. Elle parlait de son ex-compagnon comme d'un tyran, décrivait des scènes de violence psychologique qui me serraient le cœur. Nous l'écoutions, émus, je me sentais utile. Mais très vite, des détails minuscules ont commencé à me chatouiller l'esprit, à s'accumuler comme des bris de verre que l'on n'enlève pas. Une tasse particulière laissée au salon, un chemisier plié sur le fauteuil que je n'avais pas mis, un haut fait qui revenait trop souvent. La banalité, à force de répétition, devient poison. Les premiers signes étaient presque comiques s'ils avaient été si singulièrement dangereux. Un matin, je descendis plus tôt que d'habitude et trouvai Lucie en train d'habiller le canapé avec des coussins que j'avais achetés. Elle sourit et dit « Je pensais qu'un peu de couleur ici ferait du bien ». Je n'ai pas argumenté. L'acte était inoffensif, mais je l'ai noté. Plus tard, elle commença à préparer le café exactement comme Thomas l'aimait, une goutte de lait, une cuillère de sucre. Elle connaissait ses habitudes, ses petites manies. Elle les cultivait. Ses cheveux prenaient une coupe différente, ses vêtements devinrent plus soignés, presque calculés. Elle faisait en sorte d'être remarquée sans provoquer l'alarme. J'appelais cela la suavité planifiée, un talent pour adoucir, pour rendre l'intrusion confortable. Je me rappelle aussi des soirs où, rentrant du travail, je trouvais un rire nouveau qui emplissait la maison. Ce rire était celui de Thomas, mais il m'était étranger. Il sonnait comme une musique à laquelle je n'étais plus l'oreille. Il riait à quelque chose que je ne savais pas voir. Et quand j'entrais, en plein milieu d'une conversation banale, il y avait ce flottement, un silence embarrassé, une phrase interrompue, et puis le monde reprenait comme si rien ne s'était passé. Les tensions se cachaient dans ces micro-interruptions. J'en faisais l'économie, par fatigue ou par amour, et je me disais que j'avais tort de m'alarmer. Qui aurait pu imaginer, qui aurait pu croire que l'ombre d'une amitié pouvait se transformer en stratégie? Je ne suis pas paranoïaque. Je suis quelqu'un de réfléchi, de raisonnable. Je n'aime pas les scènes. Pourtant, l'instinct, ce compagnon parfois cacophonique, recommença à me murmurer qu'il y avait quelque chose de trop doux dans cette hospitalité. J'ai commencé à observer de manière plus volontaire. Je remarquais les échanges de regards, les silences prolongés, les messages effacés à la hâte sur le téléphone de Thomas lorsque je m'approchais. Je me demandais si je lisais une mauvaise pièce, si ma mémoire me jouait des tours. Mais la répétition fait loi. Répétition de gestes. Répétition de coïncidences. Répétition de petites attentions que je ne me rappelais pas avoir suscitées. J'ai senti mon espace se rétrécir.
C'était comme si quelqu'un avait repoussé mes murs, imperceptiblement pour s'y installer. Un épisode me marque particulièrement, c'était une fin d'après-midi ordinaire, la lumière tombait douce sur la table, l'odeur du pain chaud flottait. Je suis rentrée et je les ai trouvés côte à côte, dans la cuisine, riant d'une anecdote insipide. Thomas parlait avec cette inclinaison d'épaule qui avait toujours su me charmer. Lucie, elle, avait ce sourire que j'ai commencé à redouter, lumineux, un peu trop intéressé. Ils ont sursauté, évidemment, mais pas tellement qu'ils aient pu masquer la nature de leur complicité. J'ai observé Thomas, j'ai cherché chez lui la même complicité que nous avions tissée et j'ai senti qu'elle était altérée. Il ne m'ignorait pas, non, il n'avait pas renié sa promesse. Mais quelque chose en lui s'était étiré vers un nouveau point d'ancrage. Les semaines suivantes confirmèrent mes pires pressentiments. Lucie prit de plus en plus d'initiatives. Organiser le frigo, décider des menus, proposer de repasser les chemises de Thomas. Ce qui m'aurait autrefois semblé être un acte d'amitié s'était transformé en occupation méthodique. Elle investissait ma maison comme on investit un territoire. Pour dissimuler son entreprise, elle se positionnait en victime aimable. « Je veux aider, je sais ce que c'est de ne pas avoir d'aide » et sa voix tremblait toujours d'une fragilité calculée. Les fragilités peuvent être des armes, elle le savait. Elle cultivait l'empathie comme on cultive un champ avec patience. À ce stade, je commençais à interroger mes propres actes. En avais-je trop fait ? En avais-je manqué ? Et surtout, pourquoi Thomas ne voyait-il pas l'évidence que pour moi frappait comme un marteau ? Quand je levant la voix, il m'apaisait. « Tu es fatiguée, Claire, tu fais une fixation. » Les mots « tu es fatiguée » furent prononcés tant de fois qu'ils devinrent une musique usée, un instrument pour me délégitimer. Et cela aussi fait partie de la stratégie, faire de la personne concernée la cause de ses propres doutes. Puis vinrent les messages. Au départ, je tombais sur un écran verrouillé, un fragment qui n'en disait rien, puis plus tard, un mot laissé, un cœur, une phrase qui pouvait s'interpréter de 1000 façons. « Je ne peux plus continuer comme ça », écrivait-elle à un moment. J'ai cru à une crise, je suis allée la voir, voulant comprendre. Elle pleurait et son visage était une plaie ouverte. Elle parlait de solitude, de peur, de détresse. Tout cela était vrai, partiellement. Mais il y avait là un plus caché, un plus qui n'était pas à moi. Elle ne me suppliait pas seulement de l'aider, elle préparait le terrain pour qu'un autre s'y tienne. Je décidai alors de surveiller moins dans l'espèce d'hostilité bornée que je commençais à ressentir et davantage avec une froide nécessité de preuve. Je n'aime pas espionner, mais la prudence est une vertu quand le cœur se sent menacé. J'ai appris que la preuve n'est pas toujours matérielle. Elle peut prendre la forme d'un tableau de comportements qui, mis côte à côte, deviennent aveuglants. Et ce tableau se dessinait désormais sous mes yeux. Un soir, je surpris une conversation où la tendresse n'était plus voilée. Je n'entendis pas les mots au premier degré. J'en entendis la cadence, l'intensité, cette claire déviation vers l'intime. « Tu es différent, dit-elle. Avec toi, je me sens en sécurité, répondit-il. Ce furent des mots qui, dits de la sorte, sonnaient comme des promesses. Mon monde se fissura. Je me souvins de tous les petits moments, le linge repassé, la tasse préparée, la phrase d'encouragement, et je compris qu'ils n'étaient pas innocents. Qu'ils étaient autant de petites pousses d'une plante que l'on arrosait en secret pour qu'elle envahisse un jardin étranger. Ce qui me terrifia le plus, ce n'était pas seulement la trahison possible, mais le mécanisme implacable qui la rendait acceptable aux yeux du traître. Lucie avait appris l'art de la victimisation positive. Elle savait se faire pardonner avant d'être accusée, elle savait flatter, consoler et en même temps discrètement renverser les accusations. À chaque fois que j'exprimais mon malaise, elle répondait en larmoyant « Mais Claire, je suis ta meilleure amie, je t'aime, pourquoi doutes-tu de moi ?» Et Thomas, fidèle au rôle de l'ami, me rappelait que nous étions proches et que je devais faire preuve de magnanimité. Il y a dans la trahison un moment… Ce qui me terrifia le plus, ce n'était pas seulement la trahison possible, mais le mécanisme implacable qui la rendait acceptable aux yeux du traître. Lucie avait appris l'art de la victimisation positive. Elle savait se faire pardonner avant d'être accusée. Elle savait flatter, consoler et en même temps, discrètement, renverser les accusations. À chaque fois que j'exprimais mon malaise, elle répondait en larmoyant « Mais Claire, je suis ta meilleure amie. Je t'aime. Pourquoi doutes-tu de moi ?» Et Thomas, fidèle au rôle de l'ami, me rappelait que nous étions proches et que je devais faire preuve de magnanimité. Il y a dans la trahison un moment de bascule où le temps se sépare en deux, la vie d'avant et la vie d'après. Pour moi, ce moment arriva un dimanche pluvieux,
où, rentrant à la maison plus tôt que prévu, je les trouvais tous deux au milieu du salon. Ils s'étaient tus lorsque je suis apparue, mais pas le silence qui apaise. Un silence coupable, pâle. Lucie posa son regard sur moi avec une fermeté nouvelle, presque théâtrale. « Claire, tu dois accepter la réalité, » dit-elle. Son ton n'était pas suppliant, mais décidé, comme si elle rendait un verdict. J'ai senti mes jambes se dérober. Ce jour-là, elle me dit, avec une candeur tranchante, « Thomas et moi, on s'est rapprochés. Tu l'as négligé. » Elle fit de moi l'accusée et d'elle l'offenseuse magnanime. La culpabilité m'assaillit d'abord comme une honte absurde. Comment avais-je pu ne pas voir? Puis la colère monta, blanche et terrible, mais aussitôt étouffée par le spectacle maîtrisé qu'elle offrait. Larmes, reproches, menaces, adoucies en raison. Thomas resta silencieux, mais son silence me fit plus de mal que n'importe quel cri. Quand un homme que l'on aime hésite entre deux rivages, c'est comme si la mer entière se retirait sous nos pieds. Après cette confrontation, il y eut des cris, des portes fermées, des nuits blanches, mais surtout, il y eut un renversement intérieur. J'ai décidé que je ne me laisserais pas avaler. Je pris conscience que ma bienveillance avait été retournée contre moi. Et c'est souvent ainsi. Offrir un refuge à un cœur blessé est un acte noble, sauf quand le blessé devient bûcheron et abat la maison qui l'accueille. Je clôt ici cette première partie parce qu'un récit, pour être honnête, a besoin d'espace et de temps. Ce que je vous ai raconté n'est que l'ouverture, la mise en place d'un piège fait d'attention feinte et d'occupation mesurée. Ce que je vais raconter ensuite, si vous voulez le savoir, c'est la manière dont la manipulation s'est intensifiée, comment les amis communs ont été instrumentalisés, comment la vérité se colore de mensonges et comment la fragile victoire d'une intruse se joue dans la banalité la plus quotidienne. Si vous le souhaitez, je continuerai. Je raconterai comment j'ai résisté, comment j'ai creusé des preuves, comment l'affrontement a pris une forme que je n'avais pas prévue, et quelles cicatrices restent à jamais. Quand les premiers doutes s'installent dans le cœur, ils ne font pas de bruit. Ils ne crient pas. Ils s'installent, ils pèsent, ils respirent avec nous. Ils deviennent une présence invisible, un témoin silencieux de chaque geste, chaque mot, chaque regard échangé entre ceux que l'on aime et ceux qu'on croyait connaître. Après ce fameux dimanche où Lucie avait laissé tomber son masque, où elle avait osé dire en face ce qu'elle murmurait depuis des semaines dans l'ombre, quelque chose avait irrémédiablement basculé en moi. Je n'étais plus seulement une femme qui doutait, j'étais une femme qui observait, une femme qui comptait les failles, les contradictions, les silences, une femme blessée mais lucide. À partir de ce jour, la maison n'avait plus la même odeur. Même l'air semblait différent, chargé d'une tension sourde. Chaque déplacement de Lucie était mesuré, calculé, presque chorégraphié. Elle marchait dans la maison comme si elle en connaissait déjà chaque recoin, chaque vibration du sol, chaque habitude inscrite dans les murs. Elle avait appris nos gestes, nos horaires, nos habitudes. Elle savait quand Thomas rentrait, quand il avait faim, quand il avait besoin de repos. Elle anticipait, comme si elle avait été formée pour le remplacer dans ses propres besoins. Cette nouvelle version de Lucie n'était plus l'amie brisée que j'avais accueillie. Elle était devenue une femme en conquête. Une femme qui avançait derrière un sourire, derrière des excuses, mais qui avançait tout de même. Les jours qui suivirent furent un mélange étrange de fausse paix et de terreur silencieuse. Thomas essayait de ramener l'ordre. Il parlait de malentendus, de fatigue, de tensions passagères. Il tentait de rattraper Lucie quand elle s'énervait, de me réconforter quand je pleurais. Mais son attitude envers elle n'avait pas changé. C'était là, justement, le problème. Lucie, de son côté, avait commencé une nouvelle stratégie, celle de l'effacement calculé. Elle évitait les confrontations directes. Elle m'ignorait poliment, avec un sourire doux qui me donnait envie de hurler. Elle se montrait discrète, mais jamais absente. Elle disparaissait juste assez pour que Thomas la cherche inconsciemment, puis réapparaissait avec une douceur qui le désarmait.
Elle lui parlait avec cette voix basse, presque caressante. Cette voix qu'elle n'utilisait pas avec moi. Une voix qui imite la fragilité, qui force la protection. Et Thomas, comme beaucoup d'hommes, avait ce réflexe de sauver ce qui tremble. Un soir, en entrant dans la maison, j'ai entendu leur voix dans le salon. Je suis restée dans l'entrée, trop immobile, trop silencieuse, comme si mon corps savait déjà que ce que j'allais entendre allait me blesser. Lucie disait « Tu ne peux pas continuer à la défendre, Thomas. Elle te fait du mal. Tu mérites mieux, quelqu'un qui te comprend vraiment. » Ma respiration s'est arrêtée. Je n'entendais plus que ça. Tu mérites mieux. Un venin suffisamment doux pour être avalé sans résistance. Thomas a soufflé, fatigué. Lucie, s'il te plaît. Arrête. Claire et moi, on traverse une période compliquée, mais ça va s'arranger. Elle répondit avec cette voix tremblante. Je veux juste ton bonheur. Je veux ce qui est bien pour toi. Et puis, le silence. Un silence qui disait tout. Un silence chargé d'une intimité que je ne reconnaissais plus. Je suis entrée dans le salon comme si tout était normal. Ils ont sursauté. Lucie a baissé les yeux. Thomas s'est levé trop vite. Ce soir-là, j'ai pleuré seule dans la salle de bain. Pas parce que j'avais perdu Thomas, mais parce que je sentais que je le perdais sans même savoir où il allait. Lucie continua sa progression lente, méthodique. Elle m'envoyait parfois des sourires, des petites phrases mielleuses qui me donnaient envie de la gifler tant elle sonnait fausse. Un soir, elle m'a parlé comme si rien n'était arrivé. « Claire, tu devrais te reposer. Tu es jolie, mais la fatigue te rend un peu différente. » Cette phrase était une aiguille plantée dans mon orgueil. Elle imitait la compassion, mais elle appuyait là où ça fait mal. Elle commença aussi à imiter mes habitudes. Elle achetait les mêmes parfums que moi. Elle portait des couleurs que je portais. Elle utilisait même mes expressions. Je me suis surprise plusieurs fois à entendre chez elle une façon de parler qui m'appartenait. Elle essayait vraiment de devenir moi. Un soir, j'ai trouvé une de mes robes dans sa chambre. Quand je lui ai demandé pourquoi elle l'avait prise, elle a ri. « Oh, je pensais que tu ne la mettais plus. Elle t'allait trop bien, je voulais essayer. » Elle l'avait portée. Elle avait posé devant son miroir avec ma robe. Les mots ne suffisent pas pour décrire le dégoût que j'ai ressenti. À partir de ce moment, j'ai commencé à fouiller, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Je me sentais sale, mais la vérité avait un prix. Et la vérité, je la voulais. Dans son sac, j'ai trouvé un carnet, un journal, et je l'ai ouvert. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. À l'intérieur, il y avait des pages consacrées à Thomas, des phrases écrites de sa main. Il est si différent. Je ne comprends pas comment Claire peut le prendre pour acquis. Il me regarde parfois. Je crois qu'il me voit enfin. Je pourrais tellement mieux le rendre heureux qu'elle. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Elle écrivait cela alors qu'elle vivait chez moi, sous mon toit, nourrie par moi, protégée par moi. Thomas n'était pas au courant de tout cela. Mais Lucie, elle, construisait son monde intérieur comme un château destiné à écraser le mien. La phase suivante fut la plus dangereuse. Lucie commença à manipuler les autres. Elle contacta quelques-uns de nos amis communs, se plaignant discrètement, laissant entendre que j'étais à bout, instable, paranoïaque. Elle disait que je la traitais comme une ennemie, que j'étais méchante depuis qu'elle avait des problèmes. Quelques-uns commencèrent à me regarder bizarrement, comme si j'étais celle qui avait trahi, celle qui s'était éloignée. La vérité est simple. Lucie construisait ma chute en public, pendant que moi, je me débattais seule dans un silence épuisant. Elle devint encore plus subtile avec Thomas. Elle distillait des phrases ambiguës, comme « Je m'inquiète pour Claire. Tu sais, elle ne va pas bien. Elle ne te parle plus comme avant. » Ou « Je crois qu'elle t'en veut. Tu devrais essayer de la comprendre. Elle doit souffrir d'insécurité. » Elle utilisait mes fragilités contre moi. Chaque mot qu'elle disait m'éloignait un peu plus de Thomas. Chaque mensonge plantait une nouvelle graine de doute en lui.
Je devenais pour lui quelqu'un de difficile, quelqu'un de sur la défensive, quelqu'un qui voyait le mal partout, alors que le mal dormait juste dans la chambre voisine. Un soir, j'ai surpris Lucie en train de pleurer dans le couloir, à voix basse. Thomas la consolait. Il lui disait « Je sais que c'est dur pour toi, tout ça, mais ça va aller. Je suis là. » Elle posa sa tête contre son torse. Et il ne la repoussa pas. Je suis restée clouée sur place, invisible, effacée, remplacée. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Je ne reconnaissais plus la femme que j'avais aimée comme une sœur. Je ne reconnaissais plus ma maison. Je ne me reconnaissais plus moi-même. Lucie avançait, lentement, mais sûrement. Elle prenait ma place dans les yeux de Thomas, dans le cœur de ceux qui nous entouraient, dans ma propre identité. La dernière chose que je pouvais encore perdre, c'était la vérité. Et j'étais prête à tout pour la retrouver. Les jours qui suivirent furent comme une brume épaisse. Je sentais mon esprit flotter au-dessus de ma vie sans jamais parvenir à la toucher. Ce qui autrefois était simple, cuisiner, rire, discuter, aimer, était devenu pénible, presque impossible. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine, comme si une main invisible pressait lentement mes côtes pour m'empêcher de respirer. Je vivais dans ma propre maison comme une intruse, comme si chaque objet, chaque meuble, chaque mur avait été reconfiguré autour de la présence de Lucie. Parfois, je sentais même son odeur avant de la voir. Ce parfum fleuri qu'elle s'appliquait généreusement, le même que j'avais porté 1 an plus tôt. Une imitation, un mimétisme, comme si elle voulait me rayer en m'absorbant. Je ne savais plus ce qui était vrai ni ce qui ne l'était pas. Était-ce moi la paranoïaque? Était-ce elle la manipulatrice? Était-ce lui l'homme que j'aimais ou celui que je perdais? Chaque question en engendrait 10 autres. Ce fut pendant cette période de doute extrême que j'entendis quelque chose qui me marqua au fer rouge. Lucie était dans la salle de bain. La porte n'était pas complètement fermée. Elle téléphonait. Je ne devais pas écouter, mais je l'ai fait. Elle disait « Elle est tellement naïve. Elle ne voit rien. J'ai presque gagné. Il tient déjà à moi. Je le sens. » Mon cœur a bondi dans ma gorge. Presque gagné. Gagner quoi? Son attention? Son amour? Sa place dans ma maison? Ce mot, gagner, était un aveu. Un aveu terrible. Il ne s'agissait pas d'une erreur, d'un malentendu, d'une affection égarée. Non, c'était un objectif, une conquête, un plan. Le pire, c'est qu'elle ne parlait pas de moi comme d'une amie. Elle parlait de moi comme d'un objet gênant qu'elle devait déplacer. Ce soir-là, j'ai compris que je devais agir. Pas pour reconquérir Thomas, pas pour sauver mon couple, mais pour sauver mon âme, mon identité, ce qu'il restait de ma dignité. La fin approchait. Je le sentais. Le dimanche suivant, tout explosa. Je revenais des courses, les bras chargés de sacs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai poussé la porte sans bruit, sans annoncer ma présence. Peut-être par instinct ou par peur de briser quelque chose. Peut-être parce que l'air lui-même était trop lourd. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai entendu leurs voix. Pas celles que je connaissais. Pas les voix de Thomas et Lucie qui parlaient gentiment. Non. Cette fois, il y avait une tension palpable, presque électrique. Lucie disait « Je ne peux plus vivre comme ça, Thomas. Tu dois faire un choix. Tu ne peux pas rester entre 2 femmes. » Mon cœur s'arrêta net. Une seconde. Une éternité. La voix de Thomas tremblait légèrement. « Lucie, arrête. Je ne t'ai jamais promis quoi que ce soit. Tu vas trop loin. » Elle répondit, la voix chargée d'émotion. « Trop loin? Je suis celle qui te comprend, celle qui t'écoute, celle qui te voit vraiment. Elle ne te mérite pas. Tu le sais. Elle est froide, distante, obsédée par ses problèmes. Elle n'est plus la femme que tu aimais. » Je me suis avancée. Pas pour devenir héroïne, mais parce que mes jambes ont bougé avant que mon esprit ne les commande. Lucie m'a vue en premier. Elle n'a pas sursauté. Elle n'a pas rougi.
Non. Elle m'a regardé comme une louve regarde une proie, assurée, sûre d'elle, prête à arracher la dernière chair encore attachée à mes os. Thomas, lui, devint livide. Lucie fit un pas en avant. Voilà, tu es là. Parfait. Claire, il faut que tu entendes la vérité. Thomas et moi, nous nous sommes rapprochés. Tu ne fais plus attention à lui. Tu n'es plus celle qu'il a épousée. Elle n'eut même pas le temps de finir. Je fis un pas, puis un autre. Je sentais mes mains trembler, mais ma voix était étonnamment stable. Lucie, tu vas arrêter de parler à ma place. Tu vas arrêter de parler pour lui. Thomas passa une main dans ses cheveux, nerveux, perdu. Claire, Mais Lucie le coupa. Non, laisse-moi parler. Ça fait des semaines que tu n'oses pas lui dire. Tu l'aimes moins, tu le sais, tu le sens. Tu te sens mieux quand tu es avec moi. Tu es plus heureux. Dis-lui, Thomas, dis-lui. Elle lui attrapa le bras. Il la repoussa. Un geste sec, un geste clair. Lucie, stop. Elle resta immobile. Ses yeux s'écarquillèrent. Un frisson passa dans tout son corps. Stop? Tu me dis stop? À moi? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Et alors, d'une voix brisée, presque monstrueuse, elle hurla « Je t'aime, Thomas !» Une déclaration hurlée comme un coup de tonnerre. Le silence après ce cri fut si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber comme une pierre au sol. Thomas, les yeux presque mouillés, répondit « Lucie, tu t'es trompée. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Jamais. Je t'ai aidée. Je t'ai soutenue. Je t'ai respectée. Mais je n'ai jamais, jamais pensé à toi autrement que comme l'ami de ma femme. » Je n'oublierai jamais le visage de Lucie à ce moment-là. Une fissure, un effondrement interne, une rage froide. Elle me pointa du doigt. « C'est de ta faute. Tu l'as rendu malheureux. Tu nous empêches d'être ensemble. Tu prends toute la place. Tu veux tout contrôler. Je devrais être à ta place. Je suis meilleure que toi, plus belle que toi, plus aimante que toi. » Sa voix se brisait. Elle n'était plus Lucie. Elle n'était plus humaine. Elle était l'incarnation même de la jalousie dévorante. Je restais immobile. Mes yeux ne clignaient plus. Je respirais à peine. Thomas s'approcha de moi, doucement, comme s'il s'excusait avec ses gestes, avant même ses mots. Lucie fondit en larmes, mais pas des larmes de tristesse. Des larmes d'échec. Des larmes de rage. Des larmes de quelqu'un qui voit le château minutieusement construit s'effondrer en un instant. Elle cria encore. Elle m'insulta. Elle insulta Thomas. Elle insulta même l'amour. Puis elle prit ses affaires. Elle claqua la porte si fort que le mur vibra. Et juste comme ça, la tempête sortit de ma maison. Après son départ, il restait tout à reconstruire. Il restait les débris de ma confiance. Il restait les fractures dans mon cœur. Il restait la culpabilité de Thomas, immense, dévorante. Il restait le silence, ce silence malsain qui suit les grands drames. Thomas a pleuré, moi aussi. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a expliqué comment elle avait glissé dans sa vie comme une ombre douce, comment elle avait profité de ses faiblesses, comment elle avait utilisé mes moments d'absence, comment elle avait peu à peu tissé une toile dans laquelle il ne se reconnaissait plus. Il ne l'avait jamais aimée, mais il avait été faible. Il avait accepté son soutien, son admiration, sa présence. Et dans cette acceptation silencieuse, elle avait cru lire une invitation. La vérité, c'est qu'il n'avait rien fait, rien franchi, rien trahi, pas physiquement, mais il avait ouvert une porte émotionnelle. Et Lucie s'y était engouffrée comme un souffle de vent glacé. J'ai mis longtemps à le pardonner, mais je l'ai fait. Parce que l'amour est rarement une ligne droite. Parce qu'un couple est une maison que la vie secoue parfois. Et parce que j'ai compris que la véritable ennemie n'avait jamais été l'homme que j'aimais, mais la femme que je croyais connaître. Lucie n'a plus jamais tenté de nous contacter. Elle a disparu comme une ombre. Mais parfois, il m'arrive encore de sentir son parfum dans ma mémoire. Il m'arrive encore d'entendre son rire,
ce rire qui cachait un venin lent. Cette histoire m'a laissée différente, plus lucide, plus forte, plus méfiante peut-être, mais surtout, plus consciente. Car la plus grande trahison n'est pas celle qui hurle, c'est celle qui chuchote, qui se glisse dans votre quotidien, qui s'assoit à votre table, qui sourit à votre mari, qui emprunte vos vêtements, qui dit vous aimer pendant qu'elle rêve de vous. Remplacez. Et si je raconte tout cela aujourd'hui, c'est pour que personne n'oublie ceci. Les ennemies les plus dangereuses sont celles qui savent comment vous faire baisser la garde.